vais présenter, je ne sais pas si vous allez apprendre des choses vraiment nouvelles après le topo de Robert, mais je vais essayer de parler des mêmes points avec une autre optique qui est celle de la biologie et de parler un peu historiquement des différentes idées qui ont essayé d'approcher la transition du non-vivant au vivant avec des hypothèses plus ou moins plausibles, mais des hypothèses qui sont toujours en lice et qui peut-être apportent des éclairages différents à une même question. Voilà, donc je replace la question centrale qui est celle de l'origine de la vie. Comment est-ce qu'on a passé des formes, je dirais, des briques chimiques, hein, de la chimie abiotique qu'on appelle prébiotique, jusqu'aux premières formes de vie. Alors, c'est un cheminement long ou moins long, mais en tout cas pour lesquels on ne connaît pas bien les étapes ou du moins les progressions. Mais nous, en tant que scientifiques, on va se dire que c'est une question scientifique abordable avec une approche matérialiste, donc à partir des éléments qu'on connaît, qui sont des éléments de chimie, qui sont des éléments de la physique à la base, et pour faire les premières formes de vie. Alors Robert l'a dit aussi, c'est une question qui est une question également historique, un problème historique, et donc il y a de phénomènes de contingence, donc le rôle du hasard, dans le sens aléatoire du terme, qui vont peut-être nous échapper. Alors on va peut-être pouvoir reconstruire un schéma plausible d'évolution des briques moléculaires simples aux briques qui interagissent, qui constituent les formes de vie, mais peut-être on ne saura pas si historiquement le cheminement qu'on va proposer s'est déroulé comme ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer aussi d'approcher ces questions historiques, hein, si on a un intérêt, voilà. Donc je replace à nouveau ces contextes généraux, mais je pense qu'on peut essayer de raccourcir ces questions et de peut-être grignoter un peu la place par un côté et par l'autre des approches. Alors il y a plusieurs approches qui peuvent contribuer à grignoter la flèche qui mène de la chimie prébiotique aux formes de vie. Donc il y a la question d'origine de la vie peut être justement explorée à travers des approches bottom-up qui vont s'intéresser à la fabrication de ces briques, des matières organiques par exemple. On sait aujourd'hui que la matière organique ne veut pas dire forcément la vie, mais donc déjà ça nous avance un petit peu, parce qu'on peut faire la chimie organique avant d'avoir la vie. L'approche inverse, un peu complémentaire, ça va être celui de la biologie, c'est-à-dire on part des formes de vie qu'on connaît actuellement, et donc on peut essayer de retrouver quels sont les communs dénominateurs à toutes ces formes de vie et pouvoir proposer des formes de vie ancestrales qui étaient peut-être plus simples et qui possédaient déjà ces caractéristiques qu'on a tous héritées, puisqu'on sait qu'on descend, qu'il y a un lien évolutif de formes de vie, les espèces se transforment et certains traits vont être hérités le long de ce processus évolutif jusqu'aux formes actuelles. Alors est-ce qu'on peut retracer ou reconstruire les états ancestraux à partir de la biologie actuelle? C'est cette approche top-down qu'on essaye de faire en biologie pour approcher la question de l'origine de la vie. Donc évidemment, la question une approche des sciences comme l'astrophysique vont avoir une approche de type bottom-up, construire ces briques, la chimie aussi. Alors la géologie, c'est un peu elle peut contribuer d'une part à ces approches bottom-up en s'intéressant par exemple aux conditions qui régnaient au moment où la vie s'est formée, notamment sur Terre. Mais elle peut aussi contribuer à des approches de type top-down. On va reconstruire le passé à partir de ce qu'on a maintenant en étudiant les traces fossiles des vies de plus en plus anciennes.
Et puis il y a la biologie qui évidemment propose des approches de type top-down, revenir en arrière à partir de ce qu'on connaît. Alors, en biologie, et donc en général, nous, quand on regarde le monde autour, ce qu'on voit, c'est une incroyable diversité de formes vivantes. On est frappé par la diversité des plantes, des animaux, et dès très tôt, les hommes ont essayé de classer ces différentes, ce qu'on appelle espèces, dans deux boîtes qui ont des noms, et même de les replacer dans ce qu'on appelle un arbre de la vie, qui a la forme qu'on peut vouloir reconstruire. Mais on sait aujourd'hui que la plupart de la diversité biologique est cachée dans le monde microbien, dans le monde des micro-organismes. Et ça, c'est quelque chose qui a été petit à petit mis en évidence avec l'évolution des sciences et des méthodes d'observation de ces organismes-là. Et on sait aussi que les organismes de grande taille, les animaux, les plantes, eh bien, ils apparaissent grosso modo à partir de l'explosion cambrienne. Il y a seulement 500 en gros millions d'années. Et donc avant, toute l'évolution depuis l'origine de la vie, quelque part, il y a 3-4 milliards d'années, jusqu'à l'explosion cambrienne, est occupée par des formes microbiennes, alors différentes formes microbiennes, ce qui explique qu'aujourd'hui, la plus grande diversité génétique se retrouve cachée au sein des organismes microbiens parce que, tout simplement, il y a eu beaucoup plus de temps qui s'est écoulé et donc l'évolution a pu donner naissance à une incroyable diversité génétique qui est cachée sous le monde microbien, même si malheureusement la morphologie nous dit peu de choses, elle est peu différentielle. Alors comment est-ce qu'on est arrivé, qu'on peut étudier ces micro-organismes et arriver à déduire qu'ils conservent ou ils représentent une diversité génétique très importante? Eh bien, ça a été grâce au progrès technologique, comme je le disais, relativement récent malgré tout. Donc on commence à pouvoir observer les formes microbiennes, disons au XVIIe, XVIIIe siècle avec le développement des premiers microscopes. Et donc, on découvre donc, quelques faits marquants, c'est la découverte que tous les organismes vivants sont composés de cellules ou sont des cellules. Donc, on a des organismes unicellulaires composés d'une seule cellule, c'est le cas de la plupart des micro-organismes. Donc, c'est la théorie cellulaire, on se rend compte que les tissus sont composés de cellules. La cellule devient alors l'unité de la vie au niveau cytologique. Donc il y a une science qui se développe, une discipline qui est la cytologie. On commence à vouloir classer les organismes en ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Emmanuel Dussary nous en a parlé hier, à partir normalement au départ des traits morphologiques, et puis on se rend compte, toujours avec l'évolution des méthodes d'observation, donc de microscopes en gros, jusqu'à l'arrivée de la microscopie électronique, on se rend compte d'une chose, et c'est que les cellules qui composent ces organismes unicellulaires, mais aussi celles qui composent les tissus, sont de deux types, et donc qu'on appelle prokaryotes et eukaryotes, avec les prokaryotes qui ont le matériel génétique à l'intérieur du cytoplasme, sans barrière, donc c'est des bactéries par exemple, et les eucaryotes comme nous, qui ont des cellules qui possèdent un noyau de membrane, donc un système d'endomembrane qui contient le matériel génétique, donc les chromosomes à ces cas-là. Mais donc c'est des progrès technologiques, les sciences évoluent. On a aussi quelque chose qui prend le relais de la cytologie et qui est la biologie moléculaire, qui s'est développée très fortement à partir des années 1950 avec la découverte, bon, d'abord que les acides nucléiques, et notamment l'ADN et le matériel génétique, ce qui avait été mis en évidence avant, mais surtout de la structure de l'ADN et du processus de réplication de l'ADN. On peut faire des copies à l'identique à partir du matériel génétique d'origine.
avec des modifications qui sont introduites par les mutations. Alors ça, ce développement a été très important parce que ça a permis de faire un bond en avant pour répondre à une question simple qui est celle de ordonner le vivant ou de mettre en relation l'ensemble du vivant de manière évolutive. Et donc ça avait été essayé avant avec l'utilisation des caractères morphologiques. Donc j'ai parlé de manière imagée de la reconstruction d'arbres phylogénétiques dans lequel on mettait les animaux et les plantes, avec toujours l'idée que la vie descendait, comme le disait Darwin, d'un organisme primordial qu'on ne savait pas très bien où placer. En 1866, donc au 19e siècle, Ernst Haeckel, qui était un évolutionniste un fervent partisan des idées de Darwin, a commencé à faire ou à reconstruire le premier arbre universel du vivant dans lequel on a voulu incorporer également les organismes unicellulaires. Donc il classait déjà les organismes en 3 grands groupes, les plantes, dans lesquels il y avait aussi des cyanobactéries, des organismes photosynthétiques, les animaux, et un 3e groupe qui en gros était des organismes plus ou moins unicellulaires. Il y avait les champignons, il y avait les bactéries, il y avait tout un tas de petits groupes d'organismes eucaryotes, les protistes, donc c'est des dinoflagellés, des amibes, etc. Et à la base de tout, au niveau de la racine, il plaçait les monaires, c'est-à-dire en gros les bactéries qui pensaient plus simple. Donc il y a déjà une idée d'évolution du plus simple au plus complexe qui est implicite dans ce mode de représentation-là. Le problème est que la morphologie de ces organismes-là est très peu informative, et ça c'est le problème qui a été un peu résolu avec l'arrivée de la biologie moléculaire et surtout de la phylogénie moléculaire. Le problème effectivement c'est qu'on a peut-être des milliers, on ne sait pas ce que c'est qu'une espèce en microbiologie, le concept est flou, mais on peut avoir peut-être des milliers d'espèces qui ont toutes des morphologies très simples. Donc les différences vont être en termes génétiques et pas morphologiques apparentes. Donc ça, c'était un problème ça posait un problème très important qui est celui de comment classer, mettre en relation ces organismes-là avec le reste des organismes au niveau des relations de parenté. Donc qui apparaît avant qui et quelles sont les relations de parenté entre les organismes. Ce qu'on appelle faire une classification naturelle, une classification phylogénétique du vivant basée dans les relations évolutives. Cela a commencé à être possible justement avec le développement de la phylogénie moléculaire en se basant sur l'idée que, donc mise en évidence par Zucker-Kandel et Pauling, que de l'information évolutive est accumulée dans la séquence des nucléotides dans les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et la séquence qui est dérivée de cette lecture des acides nucléiques, des acides aminés au niveau des protéines. Et donc peut-être en comparant les séquences soit des nucléotides dans les acides nucléiques, soit des acides aminés au niveau des protéines, on peut récupérer cette information évolutive et comparer. Donc ça serait possible alors en prenant des molécules qui soient conservées, qui soient présentes dans tous les organismes vivants, y compris dans les micro-organismes, de comparer l'ensemble des organismes vivants en utilisant un même marqueur. Et donc ça, c'est ce qui a été fait un peu plus tard, grâce à Carl Woese, qui était physicien à la base par ailleurs et qui a fait qui a conduit un progrès assez important dans le domaine en
en s'intéressant justement à la question d'une classification naturelle, donc phylogénétique, de relations de parenté pour l'ensemble du vivant. Et en se disant, je vais donc utiliser un marqueur moléculaire qui est conservé, qui est présent chez tous les organismes, c'est la molécule d'ARN ribosomique de la petite sous-unité du ribosome, donc qui est très conservé puisque c'est la machine, le ribosome c'est la machine qui synthétise les protéines au sein de toutes les cellules, donc c'est quelque chose qui est présent chez tous les organismes, est essentiel, donc il y a des parties qui sont conservées, mais malgré tout il y a des variations parce qu'il y a des mutations qui sont introduites le long du temps. Et donc en fait, il serait possible pour lui, en utilisant la séquence de ces molécules, de comparer l'ensemble des organismes entre eux et de construire des arbres phylogénétiques dans lesquels la distance est grosso modo proportionnelle, la distance en longueur des branches est proportionnelle à la distance évolutive. Donc on pourrait placer des animaux ou des coanoflagellés avec les bactéries dans un même arbre phylogénétique en comparant un même trait commun. Donc, comme on compare, par exemple, c'est ce qu'on faisait avant avec la morphologie. Si vous prenez les vertébrés, on va comparer les différentes os et on va pouvoir établir des relations de parenté. Ici, on va utiliser, au lieu d'un os, on va utiliser une molécule et la séquence de cette molécule pour reconstruire des relations de parenté et des arbres phylogénétiques entre l'ensemble des organismes. Donc, l'idée était relativement simple, mais elle a conduit à une espèce de révolution en biologie, d'une part parce que en faisant cela, c'est-à-dire en utilisant les séquences grosso modo des ARN ribosomiques des espèces appartenant aux eucaryotes, donc les animaux, les plantes et tout un tas d'autres organismes, des bactéries, donc comme Escherichia coli et d'autres bactéries, et aussi d'un groupe qu'on pensait à l'époque des bactéries plus bizarres. Il a montré qu'en effet, il était possible d'abord de reconstruire une phylogénie universelle. Donc on avait tous les eucaryotes qui sortaient ensemble, les bactéries qui sortaient ensemble. Et deuxième chose, c'était une surprise, c'était quelque chose d'inattendu, c'était qu'effectivement, un autre groupe de séquences, des organismes qu'on croyait être des bactéries, donc par la morphologie des organismes unicellulaires très petits, se détachaient et formaient un groupe à part. Et on a appelé ce groupe au départ les archébactéries. Aujourd'hui, c'est devenu le troisième domaine du vivant, c'est les archées, qui sont aussi distantes en gros phylogénétiquement des bactéries que des eucaryotes. Donc ça a été vraiment un pas en avant pour pouvoir décortiquer l'histoire évolutive des micro-organismes également. Mais l'utilisation de ce type de technique de phylogénie moléculaire a aussi ouvert la porte à un monde incroyablement divers qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Et c'est la possibilité d'explorer la diversité microbienne dans le monde qui nous entoure, dans les milieux naturels. Ce que les microbiologistes savaient depuis très longtemps, c'est que quand on observe des échantillons naturels, seule une petite partie, une fraction de cette diversité est cultivable au laboratoire. On peut travailler avec ces espèces qu'on peut cultiver au laboratoire, mais la plupart nous échappent. Donc en gros, les gens disent c'est moins de 1%. Bon, le chiffre est variable, le fait est que la plupart de la diversité qui est dans les sols, dans les mares, dans l'océan, nous échappe. Et la possibilité d'utiliser les molécules marqueurs, donc des molécules qui peuvent servir comme des marqueurs d'identité pour les espèces dans la nature, ouvre la possibilité d'aller explorer cette diversité dans l'environnement naturel. Donc l'idée ici est d'aller extraire l'ADN simplement de ces échantillons naturels, tout mélanger, d'amplifier par une réaction en chaîne, la réaction en chaîne de la polymérase, des PCR, le gène marqueur qui nous intéresse, en l'occurrence le gène d'ARN ribosomique C16, et donc on obtient de cette manière-là une collection de molécules qui est supposée être représentative de la diversité présente dans l'échantillon naturel. Eh bien on peut séquencer ces molécules-là et on peut les placer dans des arbres phylogénétiques même si on n'a pas l'organisme, mais on a la molécule qui va représenter l'organisme, et donc on peut faire des hypothèses ou décrire la diversité
présents dans un échantillon naturel sans passer par des méthodes de culture. Donc ça s'est fait depuis un certain temps et ça montre pas mal de choses. On peut aujourd'hui, donc ça c'est avec les progrès technologiques, les techniques de séquençage qui évoluent, non seulement avoir accès à un gène qu'on peut amplifier à partir du monde naturel, de la nature, d'un échantillon naturel, mais on peut aussi s'intéresser à l'ensemble des génomes présents dans un échantillon naturel. C'est ce qu'on appelle la métagénomique, où là on peut séquencer tous les génomes mélangés et obtenir des informations que les biologistes utilisent pour dire quel est le potentiel métabolique présent dans un échantillon naturel en fonction de type de gènes qui codent pour des protéines qui sont diagnostiques des voies métaboliques, par exemple. Et on peut aussi séparer avec des méthodes de haute précision et résolution des cellules individuelles, amplifier les génomes d'une cellule individuelle et faire tous des analyses des génomiques à partir d'une cellule qu'on isole d'un échantillon naturel. Bon. Donc ça se développe, c'est juste pour vous dire quels sont les progrès dans ce sens-là. Mais l'essentiel, tout ça se base dans l'idée qu'effectivement on peut comparer les molécules qui sont présentes dans des organismes et les utiliser comme des marqueurs d'évolution cellulaire. Donc ça c'est intéressant. Alors, en appliquant ce type de méthode et en explorant tout un tas d'environnements qui vont des environnements plus ou moins communs, répandus, l'océan, les mares, les sols, les forêts, à des environnements extrêmes, hyper salés ou très très chauds ou très très froids, on s'est rendu compte que la diversité, et en particulier la diversité microbienne des bactéries et des archées est incroyablement diverse. Et donc on a constaté que le monde du vivant est en effet constitué de ces trois grands groupes d'organismes cellulaires. Donc on a validé les observations que Calvos avait faites sur un sous-échantillon de la diversité connue. Et donc on a effectivement ces trois domaines. Alors ça c'est une représentation d'un arbre phylogénétique où les triangles représentent de groupes peut-être des centaines ou des milliers de séquences qui correspondent à des organismes. Avec deux grands domaines, donc prokaryotes, ce sont les bactéries, ce sont les archées, qui morphologiquement sont très similaires entre elles, donc c'est des organismes unicellulaires de petite taille, mais qui sont qui présentent une énorme diversité métabolique en termes de métabolisme énergétique, source d'énergie pour faire fonctionner la cellule et source de carbone, donc c'est très très divers, et les domaines des organismes eucaryotes qui eux présentent pas une si grande diversité métabolique, mais présentent une diversité morphologique qui est beaucoup plus importante. On a les animaux, on a les plantes, mais on a tout un tas de lignées de ce qu'on appelle des protistes, des organismes unicellulaires dans la plupart des cas, comme je vous ai dit, dinoflagellés, amibes et d'autres. Alors, malgré cette incroyable diversité, il y a quand même, donc ça c'était à peu près l'intro, malgré cette incroyable diversité, il y a quand même des éléments communs. Et ces éléments communs font penser au fait que la vie en son ensemble dérive d'un dernier ancêtre commun qui est placé là. Cet élément commun, c'est par exemple la présence d'un code génétique qu'on dit universel, c'est-à-dire que le même triplet de base code les mêmes acides aminés chez tout le monde. Il y a quelques variations, mais on sait que du code génétique, mais on sait qu'elles sont dérivées. Donc la plupart, nous et les bactéries, on a le même code génétique. Donc ça, c'est un fort argument pour dire qu'effectivement, on descend tous d'un même ancêtre universel et qu'on a hérité ces codes génétiques. On a la même biochimie de base, c'est-à-dire que nos protéines sont fabriquées à partir des mêmes 20 acides aminés. Et on utilise également l'ADN comme matériel génétique composé des mêmes 4 bases ou 4 nucléotides. Donc il y a des éléments de base constitutifs qui nous font penser qu'effectivement on dérive d'un dernier ancêtre commun.
Donc, est-ce que cet ancêtre commun représente l'origine de la vie? Eh bien non, je pense qu'on est encore loin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut essayer de reconstruire cet ancêtre-là, mais probablement c'était un organisme qui était loin des premières étapes. Si on pense à la formation des cycles autocatalytiques de premiers réplicateurs, on pense qu'il était beaucoup trop compliqué. Je vais vous donner quelques idées là-dessus. Alors, on peut à partir de la vie d'aujourd'hui essayer de reconstruire quelle était la nature de cet ancêtre, mais bien sûr, tout ce qui est étant autour va nous échapper. Il est aussi possible de penser que peut-être il y a eu plusieurs origines de la vie, ça on n'en sait rien, hein, mais seule une de ces origines s'est maintenue dans le temps a eu suffisamment de succès et s'est imposée aux autres. Donc c'est peut-être aussi les lois de la réplication. On peut avoir d'autres systèmes qui se mettent en place, mais il y en a un qui prend les dessus et qui élimine par compétition tous les autres. Mais peut-être, même si ces autres systèmes sont éteints, et ce n'est pas impossible qu'ils ne s'aient pas contribué avec des petites briques, des bouts de pathway, de voies métaboliques, par exemple, à la constitution de la vie qui s'est par la suite épanouie. Donc ça, c'est des questions qui restent tout à fait ouvertes. Voilà, donc l'origine de la vie et les derniers ancêtres communs sont des événements séparés. Les derniers ancêtres communs étaient déjà quelque chose de très évolué par rapport aux premières formes de vie. Mais la question qu'on se pose quand on se pose la question d'origine de la vie est celle-ci. Donc qu'est-ce qui se passe ? Robert Pascal vous a déjà présenté quelques idées qui sont, je pense, qui étaient fondamentales. Donc, quand et comment, et bon, le pourquoi, il a pas mal parlé là-dessus. Donc, je vais revenir sur un schéma simplement pour poser une question sur cette possible transition. Si on prend un niveau de complexité ou de liveness, alors je ne sais pas comment traduire ça en anglais, on peut imaginer deux choses. On peut imaginer qu'il y a une augmentation progressive en complexité en termes de diversité métabolique par exemple ou des cycles. Et à un moment donné, on va décider que la vie apparaît et donc on va définir une barrière plus ou moins arbitraire où commence la vie. Donc comme on peut faire pour les concepts d'espèces, en fait, il y a des différences et à un moment donné, on décide, bon, bah, ça c'est une espèce, ça c'est une autre espèce, ça c'est une possibilité. Et c'est une question qui, à mon sens, reste ouverte. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une transition un peu plus rapide, et à cette transition un peu plus rapide, parce qu'il y a des cycles autocatalyques qui, tout d'un coup, ils ont commencé à grimper dans une pente exponentielle. Est-ce qu'on a eu des phénomènes de transition rapide ou accélérés à un moment donné? Est-ce qu'on peut appeler à ça l'origine vraie de la vie? Donc ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Je n'ai pas la réponse, peut-être que tu l'as, mais bon. Ça, c'est une question dont j'aimerais avoir la réponse, comme beaucoup d'autres. Alors, de manière historique, quand on essaie de définir la vie et donc éventuellement proposer de modèles pour cette transition du non-vivant au vivant, il y a eu historiquement deux courants différents qui se basent dans deux visions différentes de ce qui est l'élément essentiel de la vie. Robert l'a évoqué, mais je vais l'étayer parce qu'il y a une espèce de dialectique et de lutte entre ces deux types de modèles et ça a conditionné les modèles d'origine de la vie qui vont venir par la suite. Donc il y a une définition qui est plus dans deux extrêmes. Hein. Il y a une définition qui est plus basée sur, que j'appellerais métaboliste, qui est basée sur l'auto-maintien dans le temps. Donc le mot-clé pour cette définition-là est l'énergie, donc c'est-à-dire on va considérer, c'est plus une définition qui va être appréciée par les physiciens, c'est donc la vie conçue comme un système qui est loin de l'équilibre et qui s'auto-maintient loin de cet équilibre par des activités métaboliques, dont des réseaux de catalyse.
Et à l'opposé, on a une vue qu'on dirait plus généticienne ou génétiste, qui est celle préférée par beaucoup de biologistes, notamment parce qu'on peut travailler avec de l'information portée par des molécules, des polymères réplicatifs par exemple, dont le mot-clé est justement le terme information et qui propose que la vie est un système qui s'auto-réplique et qui est capable d'évoluer. On peut imaginer des définitions qui mergent, qui fusionnent les deux aspects. Donc c'est ce que Robert a essayé de nous raconter et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais historiquement, il se fait et toujours il y a une dialectique, une lutte entre les gens qui malgré tout proposent que c'est le métabolisme qui doit prévaloir ou c'est la génétique et donc l'information contenue dans c'est la réplication des molécules, des polymères réplicatifs qui doit prévaloir. Et en fait, cette dichotomie ou cette vision un peu double, c'est celle qui dérive de l'observation des grands processus de systèmes de fonctionnement de la cellule. D'une part, il y a une partie qui concerne le stockage, la transmission et l'expression de l'information génétique. Donc on a dans nos cellules aujourd'hui du matériel génétique qui est de l'ADN, peut être répliqué à l'identique en principe, mais il y a des mutations parce que les systèmes ne sont pas parfaits, dans des copies qui peuvent être passées à une descendance, mais ce matériel informatif peut être aussi exprimé à travers des ARN messagers pour construire des protéines qui, elles, vont pouvoir faire tout un tas de fonctions. Donc ici, on a un système qui est basé sur l'information, le stockage et l'expression et la transmission de cette information. Et on a toute une autre partie d'activité fonctionnelle de la cellule qui est basée sur la transformation de la matière et de l'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle un métabolisme. Donc toute cellule, pour fonctionner, a besoin d'une énergie qui est une énergie qui peut être d'origine lumineuse, la lumière ou autre, mais qui doit être transformée en énergie chimique pour faire un travail. Donc c'est l'énergie libre qui est utilisée par la cellule pour pouvoir mener à bien tous les phénomènes de synthèse et catalyse à l'intérieur de la cellule. Et donc les deux éléments sont essentiels au fonctionnement des cellules et à leur réplication. Alors ça c'est un train de définition. Il y a des cas un peu qui ne cadrent pas vraiment bien dans cette définition. Ce serait par exemple les cas des virus qui sont des parasites moléculaires, des parasites qui sont très optimisés. En gros c'est des molécules soit d'ARN soit d'ADN mais qui n'ont pas des entourés par une couche protectrice, mais qui n'ont pas de métabolisme. Cependant, ils s'évoluent. Donc ça pose des problèmes. Et en réalité, il y a deux problèmes qui sont posés ici. Il y a d'une part un débat conceptuel, est-ce que les virus sont vivants ou pas, en fonction des définitions qu'on a données, qu'elles soient métabolistes ou génétistes. Donc ça c'est un débat. Et l'autre débat est un débat phylogénétique. Est-ce qu'on peut relier les virus à l'arbre de la vie en utilisant des marqueurs phylogénétiques? Ça c'est des questions qui sont très ouvertes. Alors juste pour dire deux mots sur ces questions-là. En ce qui concerne le débat sur si les virus sont vivants ou pas, donc il y a plein de discussions, je ne vais pas résoudre tout ça, mais si on prend des définitions plutôt métabolistes qui proposent que ce qui est important est l'automaintien, les virus évidemment n'ont pas de métabolisme, donc ils ne seraient pas vivants pour ce type de définition. On pourrait penser que c'est le cas pour des définitions qui propose que la vie est basée sur l'autoréplication et l'évolution. Mais les virus, certes, ils s'évoluent, mais en fait, ils ne sont pas capables de s'auto-reproduire et donc ils ne peuvent pas évoluer par eux-mêmes. On peut dire qu'ils sont d'une certaine manière évolués par les cellules, puisque c'est la machinerie des cellules qui réplique les virus et pas eux-mêmes. Donc,
strictement parlant, les virus ne seraient pas vivants non plus pour ce type de définition. Cependant, bon, il y a toujours ces idées que les virus peut-être ont été très importants à l'origine de la vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des idées virocentriques. C'est l'idée que parce que les virus sont très simples, peut-être viennent avant. Donc ça, c'est une idée qui, en biologie, est dangereuse parce qu'on voit beaucoup de réduction justement au niveau des parasites qui se débarrassent des caractères dont ils n'ont plus besoin. Donc on peut avoir une évolution par réduction des caractères. Donc ça, c'est une idée relativement dangereuse parce que simple ne veut pas dire primitif. Et donc, mais on a néanmoins des idées qui disent que les virus sont apparus avant les cellules, et donc on parle par exemple d'un monde viral avant les mondes cellulaires. Sauf que quand on examine les modèles dans lesquels on propose un monde viral, en réalité, la définition des virus n'est pas celle qu'on utilise pour caractériser les virus actuels, mais c'est plutôt des entités qui ressemblent à des virus, mais qui sont autoréplicatives. Donc, toute la différence est là. Une entité autoréplicative, les virus ne sont pas capables de s'autorépliquer aujourd'hui, donc il y a une controverse, une certaine ambiguïté dans l'utilisation de termes virus pour se référer à des réplicateurs autonomes. Un réplicateur autonome n'est pas un virus, et donc il y a un peu d'ambiguïté. Donc je pense qu'il vaudrait mieux dire des réplicateurs autonomes et pas des virus. Les virus aujourd'hui, ce qu'on appelle virus, c'est des entités qui sont incapables de s'auto-reproduire. Ils ont besoin d'une cellule pour le faire. Donc ça, c'est une partie du débat. L'autre partie du débat concerne plus un débat phylogénétique, c'est-à-dire que certains virus, notamment des virus de grande taille, possèdent dans leur génome, dans la molécule qui contient le polymère, donc soit l'ARN ou soit l'ADN, en l'occurrence l'ADN, des gènes qui sont partagés par des cellules, donc c'est-à-dire qui sont communs avec des cellules. Alors, certaines personnes ont dit, eh bien, on peut, en utilisant ces gènes-là, mettre les virus avec les organismes cellulaires dans un même arbre commun. Donc ça pose des problèmes. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut mettre vraiment les virus dans des arbres phylogénétiques en utilisant des techniques de phylogénie moléculaire, en utilisant ces gènes qui sont conservés et qui sont présents dans les virus? Eh bien la réponse est non. Et la réponse est non par des questions simples. Bon, d'abord, on ne peut pas faire ça pour l'ensemble des virus, puisque les virus sont tellement différents déjà entre eux qu'ils ne peuvent pas être, on ne peut pas faire des phylogénies moléculaires avec un marqueur qui soit présent chez tous les virus. C'est impossible, un tel marqueur n'existe pas. On a des virus qui sont des virus à ADN, à ADN double brin, simple brin, à ARN, double brin, simple brin, avec un brin positif, avec un brin négatif, donc c'est-à-dire tout un tas de formes virales qui n'ont en gros rien à voir et qui suggèrent fortement que les virus sont apparus, toutes ces différentes familles de virus qui possèdent un matériel génétique différent, qui sont apparus donc de manière indépendante, plusieurs origines viraux. Alors des choses qui sont apparues indépendamment plusieurs fois, on ne peut pas les mettre ensemble dans un arbre phylogénétique parce que ça suppose qu'ils ont eu une origine commune. Or c'est incompatible. Et il n'y a pas un seul gène qui permette de faire des analyses de phylogénie moléculaire, comme Emmanuel Dussary a expliqué hier, pour reconstruire l'histoire évolutive de ces virus. Il n'y en a pas une histoire commune. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est que dans les cas des grandes familles, des grands virus, par exemple, qui eux possèdent certains gènes qui sont partagés dans les cellules, on peut montrer par des analyses de phylogénie moléculaire que la plupart de ces gènes ont été piquer des génomes des cellules hôtes par le phénomène de transfert horizontal de gènes, c'est-à-dire qu'on peut recombiner le génome du virus. Quand un virus rentre dans une cellule, il va injecter son ADN dans ces cas-là, dans le cas de ces familles de virus, et donc ils peuvent recombiner avec le génome de l'hôte et prendre des morceaux des génomes de l'hôte qu'ils vont, s'ils vont affecter une autre cellule, le transférer à une autre cellule. Donc c'est des gènes qui ont été piqués
des génomes de l'hôte et donc on ne peut pas utiliser ce type de gènes pour placer les virus dans un arbre d'ensemble des organismes, puisque ces gènes-là, en réalité, ce sont des gènes de l'hôte. Donc il faut séparer à ces moments-là l'histoire évolutive des gènes des histoires évolutives des organismes. Donc on peut retracer, on peut placer ces gènes-là dans un arbre des gènes, mais pas dans un arbre des organismes. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais dire des virus, parce qu'il y a un débat et parce que vous allez voir sur les débats sur l'origine de la vie, les virus apparaître dans cette controverse. Donc, comme je vous disais, ces deux manières de voir la définition de la vie ou la vie, comme quelles sont les propriétés essentielles ou primordiales pour la vie, et ça va entraîner des conséquences au niveau des types de modèles qui ont été proposés à l'origine de la vie. Donc les définitions ou les vues qui proposent que la propriété vraiment essentielle de la vie est l'automaintien vont proposer plutôt des modèles d'origine de la vie où le métabolisme apparaît d'abord, alors que les visions contraires qui se basent sur la propriété de la réplication et de la transmission d'informations, eh bien, vont proposer des modèles où la génétique, un réplicateur apparaît d'abord. Donc je vais vous donner quelques exemples qui sont plus connus. Voilà, donc parmi les modèles qui proposent que le métabolisme apparaît d'abord, on peut citer comme pionnier Leonard Troland, qui déjà, donc vous voyez, c'est 1914, proposait que la première forme de vie aurait pu être une enzyme ou un catalyseur organique. Donc bon, il n'est pas allé très loin, mais donc il y avait déjà implicite l'idée d'une activité qui était à la base, une activité enzymatique qui était à la base de la vie. Mais bon, bien sûr, le modèle qui a été plus complet par la suite, c'est celui proposé par Alexander Oparin, qui avait une vision de colloidal chemistry, donc de l'évolution de la vie. Et vous connaissez tous, c'est un modèle où on propose l'apparition de briques de réactions catalytiques à partir des molécules organiques qui se seraient formées dans des conditions de la Terre primitive par l'interaction des matériaux présents dans des mares plus ou moins tièdes, disons, ou froides, avec des rayons, des éclairs, des choses comme ça. Et donc, c'est une origine que les gens disent, c'est une origine froide, hétérotrophe de la vie. Donc, il y a de la matière organique qui est produite et à partir de ces briques-là, on va avoir la formation des formes de plus en plus complexes. Mais donc, il y aurait le métabolisme d'abord, le matériel génétique, on n'en parle pas. Et donc cette idée d'Oparin a été, disons, confortée par l'expérience de Miller en 1953, que vous connaissez tous très bien, où on a pu effectivement, en reproduisant ce qu'on pensait être la condition de l'atmosphère primitive terrestre, l'apparition d'acides aminés et tout un tas d'autres composés organiques. Donc ça, c'était une espèce de validation de ces idées initiales d'Oparin, où il proposait en gros ce type de scénario. Donc ça, c'est un appui pour ces idées, sachant qu'évidemment l'origine de la matière organique ne veut pas dire l'origine de la vie. À l'inverse, donc autres systèmes très différents qui correspondent à une origine chaude, à haute température et autotrophe de la vie. On a le modèle proposé par Günther Wachter-Heuser dans la fin des années 80, qui est le modèle d'un monde de fer et soufre, dans lequel évidemment le métabolisme apparaît d'abord, mais dans des conditions totalement différentes de celles d'Oparin, c'est-à-dire dans le sous-sol océanique à de très fortes températures. Dans ces systèmes-là, les composantes cellulaires autres, donc c'est-à-dire les membranes et les systèmes génétiques, viennent après le métabolisme. Et donc, ça serait plutôt un mode de vie
déterminisme qu'il propose. Donc bon, je ne vais pas détailler les réactions, le sens c'est juste de dire que pour lui, d'abord il y a une apparition d'un réseau autocatalytique associé à des surfaces dans lesquelles on a des réactions redox et la fixation de carbone. Donc on a l'idée que la formation de matière organique à partir de la fixation du CO2 étant une des premières réactions qui a lieu dans ce type de réseau réactionnel de surface. Donc on propose tout un tas de réactions, certaines desquelles ont été montrées en laboratoire, donc qu'il est possible de faire dans ces conditions qu'il propose. Et ensuite, il y aurait eu une coévolution d'une origine chémo-autotrophe, c'est-à-dire basée sur des systèmes qui obtiennent l'énergie à travers des réactions redox d'oxydoréduction, donc c'est le terme chémo là, autotrophe, c'est-à-dire qu'on est capable, ces premiers systèmes, de fixer le carbone pour fabriquer la propre matière organique. Donc ça serait ce type de système là. Dans ce type de système, il propose que les acides nucléiques apparaissent ou évoluent pour d'abord des fins de catalyse, donc ils apparaissent comme des catalyseurs de la formation des liaisons peptidiques, et que là, il y a une coévolution de la réplication et de la traduction qui viennent après cette fonction initiale. Et par la suite, il y aurait eu un processus de cellularisation pour former des cellules, parce que tout ça, c'était dans ces idées une chimie des surfaces qui est un peu difficile à vous voir, mais bon, ces idées-là. Alors, un autre modèle qui a été proposé plus tard et que certains scientifiques poussent très fort, c'est le modèle proposé par Mike Russell et Bill Martin, dans lequel on aurait toujours au niveau des cheminées hydrothermales, cette fois-ci, une origine de la vie chaude à haute température, dans des conditions très particulières où on a des fluides hydrothermaux qui sont très alcalins, qui vont rencontrer un océan qui est lui à pH acide, donc on a un gradient de pH qui est très important et ça va favoriser tout un tas de réactions qui vont former de la matière organique et donc faire des réacteurs au niveau des alvéoles formés par des monosulfures de fer, donc des barrières minérales qui vont faire des réacteurs chimiques pour fabriquer de la matière organique. La chose un peu extrême pour un biologiste dans ce type de modèle est qu'il propose que toute l'évolution a lieu dans ce type d'alvéoles, y compris jusqu'au dernier ancêtre commun universel qui serait quelque part là. Donc il n'y aurait pas une membrane lipidique que bien plus tard dans l'évolution, ce qui est difficile à croire. Alors, donc on a vu qu'on a deux types de modèles métaboliques qui proposent soit une origine froide à basse température, soit des origines chaudes à très haute température. Alors, quels sont les arguments qui ont été utilisés pour les modèles qui proposent une origine chaude ? Bon, vous les connaissez également, donc la Terre était plus chaude à une époque où elle venait de s'accréter, et donc on peut penser que la Terre avait une activité volcanique beaucoup plus importante. Il y a des mesures des fractionnements isotopiques qui suggèrent qu'effectivement les océans auraient pu être à des températures plus élevées. Il s'agit des fractionnements isotopiques de l'oxygène et de la silice. Tout ça c'est très discuté, on ne sait pas exactement quelle était la température moyenne de l'océan, mais donc certains individus s'appuient sur ces observations pour dire que la vie a pu apparaître que dans un environnement chaud, parce que de toute manière l'océan était chaud, mais on ne sait pas. D'autres arguments que vous entendrez viennent de la biologie, puisque beaucoup de gens, surtout quand on a commencé à faire le premier arbre phylogénétique du vivant, on s'est aperçu de très tôt que en ce qui concerne les archées et les bactéries, les organismes qui branchaient à la base des archées et des bactéries étaient des organismes hyperthermophiles, c'est-à-dire avec des températures de croissance supérieures à 80 degrés.
Donc on sait qu'il y a des archées aujourd'hui qui peuvent vivre jusqu'à 115-120 degrés, donc ça on le sait. On pense toujours aujourd'hui que les derniers ancêtres communs des archées étaient un organisme hyperthermophile, puisqu'en effet il y a énormément d'organismes hyperthermophiles et leur phylogénie suggère par la topologie qu'effectivement les derniers ancêtres communs étaient hyperthermophiles au cas des archées. C'est beaucoup moins clair pour les bactéries. Donc en gros on ne sait pas. Et on nous a présenté aussi hier un nouveau travail qui, en reconstruisant des protéines ancestrales, tendrait à montrer que les derniers ancêtres communs étaient plutôt un organisme mésophile. Je tiens à dire que ce type de travail a des problèmes, mais ce type de travail aussi, puisque la topologie qu'on récupère des différents groupes n'est pas exactement celle qui est récupérée en utilisant d'autres méthodes de reconstruction, et aussi il n'y a pas une grande diversité d'organismes qui est utilisée. Donc c'est pas parce qu'on dans cet article on obtient ce résultat que c'est vrai non plus. Donc je dirais qu'on n'en sait rien en gros pour la température du dernier ancêtre commun et de ce point-là. Un autre argument qui est plus indirect mais qui est toujours utilisé pour favoriser une origine chaude et de la vie est plutôt de type autotrophe, c'est que les types de réactions redox que ces organismes hyperthermophiles utilisent pour obtenir de l'énergie, pour faire fonctionner la cellule, eh bien ces réactions rappellent très fortement, dans certains cas, donc on voit apparaître l'hydrogène sulfuré, le sulfure de fer, les réactions qui étaient proposées à l'origine de la vie par Gunther Walter-Kreuzer. Donc beaucoup de gens se disent c'est des réactions semblables, donc peut-être qu'il y a un lien entre les deux, et donc que les premiers organismes hyperthermophiles eh bien, nous rapprochent des origines de la vie. Donc ça c'est aussi un peu tiré par le cheveu, mais c'est des arguments que les gens donnent pour justifier ça. Alors il y a eu des gens qui se sont dit, ok, peut-être que de toute manière il y a eu un ancêtre commun qui était hyperthermophile, mais si on prend en compte le dernier bombardement de météorites, mais la vie a pu apparaître à plus basse température. Simplement, on peut se dire que les deux ne sont pas incompatibles parce que il a pu se passer que le dernier bombardement météoritique et éliminer toutes les formes de vie sauf les organismes hyperthermophiles. En effet, si on imagine que les impacts étaient si forts, donc ils apportent une certaine quantité d'énergie, donc ça se dégage sous forme de chaleur, peut-être qu'on a vaporisation des océans, mais peut-être que dans les sous-sols océaniques, dont on sait qu'il y a la vie, il y a des organismes hyperthermophiles aujourd'hui, eh bien peut-être que là, il y a une vie qui s'est réfugiée, celle des organismes hyperthermophiles, et seulement ces organismes-là ont survécu, et la vie a subi un goulot d'étranglement à ce niveau-là, et à partir de ces hyperthermophiles qui seraient donc des ancêtres, on a eu la diversification des formes vivantes. Donc ça a été proposé, on ne sait pas en gros. Donc je passe maintenant aux autres modèles. On a vu des modèles qui proposaient plutôt une origine précoce du métabolisme et après le reste. Maintenant on va passer au modèle de type contraire. Parmi les premiers à avoir avancé l'idée que la vie était simplement c'est un gène, c'est Hermann Müller en 1922, donc peu après Trollin. En fait, il s'est basé sur les idées de Trollin, simplement il a dit que ce n'était pas une enzyme, c'était un gène, et c'est lui qui a utilisé pour la première fois le terme gène, qui est devenu par la suite très répandu en biologie. Donc on ne savait pas quelle était la nature de ces gènes. Pour lui, c'était une entité de transmission d'informations, et donc c'est ça qui a utilisé à l'époque. On ne savait pas que c'était l'ADN qui véhiculait l'information des gènes comme on le sait aujourd'hui. Donc
effectivement, on pourrait penser à d'autres types de supports pour les gènes que l'ADN. Donc, par exemple, on a eu des idées, comme celle proposée par Kyle Smith, que les premiers précurseurs des polymères, y compris de l'ADN, auraient pu être des argiles, donc des silicates, qui peuvent presque se recopier, puisqu'on reproduit un pattern dans des silicates, mais si on introduit un défaut, et ce défaut peut se recopier, puisque ça va être retransmis dans la manière où ces silicates se forment par la suite. Donc, il y a eu cette proposition donc simplement ce qui était important, c'est la séquence des unités qui peuvent porter de l'information et qui peuvent varier parce qu'on peut introduire des mutations. Alors ici, c'était sous la forme des défauts cristallins. Bon, le passage de ça à des polymères organiques type ADN est un peu plus compliqué, mais ça a été proposé comme idée. Et puis on revient toujours à cette question, qu'est-ce qui vient d'abord, la poule ou l'œuf? Donc je reprends l'œuf de tout à l'heure. Et ça a été une discussion très longue, qui est celle de qu'est-ce qui vient d'abord, la catalyse, donc c'est le métabolisme d'abord, ou l'ADN, un système génétique d'information qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Et la réponse à un moment donné a été peut-être que dans l'histoire de l'origine de la vie, on a eu une molécule qui a apporté en même temps les capacités de catalyse et de contenir de l'information, et c'est l'idée du monde ARN. Donc ça a paru à un moment donné comme la solution à cette dichotomie dont je viens de vous parler, le métabolisme d'un côté ou le système génétique de l'autre. Peut-être qu'on avait trouvé la solution avec le monde ARN. Et donc ces idées ont été proposées à partir de... ça s'est progressivement élaboré dans la deuxième moitié du XXe siècle, où on a pu établir le dogme central, ce qu'on appelle le dogme central de la biologie moléculaire, qui a été établi en 1953 justement par la découverte de la structure de l'ADN, qui peut se recopier à lui-même, mais qui peut donner... qui peut transmettre son information à l'ARN, ARN messager, qui va être la source d'information pour fabriquer les protéines. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de l'ARN à partir de l'ARN, donc c'est des boucles, on peut faire de l'ADN à partir de l'ARN avec des enzymes différentes. Donc on a compliqué ces dogmes, mais on ne l'a pas vraiment écarté. L'hypothèse du monde ARN venait à dire simplement, et si on coupait là, puisque l'ARN porte aussi de l'information qui peut être passée aux protéines, on n'a pas besoin de l'ADN. Donc simplement, on peut imaginer que cette étape-là, ce sont des étapes qui sont apparues plus tard. L'ADN n'a été qu'une sauvegarde, c'est une molécule plus stable, n'a été qu'une sauvegarde pour une information qui au départ était portée par les molécules d'ARN. Donc c'est ça l'hypothèse du monde ARN à la base. Et donc effectivement, les ARN aujourd'hui, quand on regarde dans la cellule, on voit qu'ils jouent des fonctions très variées. Donc ce sont des molécules qui sont beaucoup moins stables et ils jouent plusieurs fonctions. Donc on a les ARN ribosomiques qui sont des ARN structuraux mais aussi catalytiques. Donc vraiment la liaison peptidique s'est faite grâce à l'ARN ribosomique de la petite sous-unité. Les ARN de transfert qui se chargent de prendre des acides aminés et de le mettre au niveau des ribosomes pour faire la synthèse des protéines. Les ARN messagers qui portent le message du gène codé dans l'ADN vers la protéine. Et puis il y a tout un tas de petits ARN qui aident à réguler l'ensemble des fonctions de lecture du matériel génétique codé dans l'ADN vers les protéines. En revanche, l'ADN est une molécule beaucoup plus stable et beaucoup moins réactive, donc qui peut peut-être maintenir, qui est plus à même d'être une molécule de stockage d'informations et de transmission sur le long terme.
Alors l'hypothèse du monde ARN s'est construite, comme je dis, petit à petit. Donc en 1953, effectivement, on propose la structure de l'ADN et le dogme de la biologie moléculaire. Un peu plus tard, on propose, Crick et Orgel proposent que l'ARN aurait pu être la première molécule informative, simplement ce que je viens de vous dire. Et petit à petit, on s'est construit un peu plus tard. Noller a proposé que l'ARN ribosomique pouvait avoir un rôle catalyseur dans la traduction de l'ARN messager. Un peu plus tard, en 1986, Gilbert a proposé a vraiment utilisé le terme RNA World, le monde ARN, dans lequel il a proposé que l'ARN pouvait avoir ces doubles fonctions catalytiques et informatives. Mais ce n'est que plus tard qu'on a découvert le premier, ce qu'on appelle ribosyme, c'est-à-dire des ARN qui ont cette double fonction, qui ont une activité catalytique et qui portent bien sûr de l'information, puisque ce sont des polymères qui peuvent être recopiés, de polymères des nucléotides différents. Et donc on a montré par la suite, mais on est déjà dans les années 90, que effectivement l'ARN ribosomique joue un rôle dans la traduction, c'est-à-dire que le ribosome, qui est la machine à synthétiser des protéines, porte son activité catalytique au niveau de ces ARN. On a par la suite cristallisé le ribosome et en 2009, Ada Yonath a eu le prix Nobel justement pour ses travaux sur la structure et fonction du ribosome, qui est une machinerie extrêmement conservée dans tous les organismes cellulaires. Et quand on regarde à l'intérieur du ribosome, le ribosome n'est en gros, aujourd'hui c'est une machinerie qui est composée d'ARN, mais qui est recouverte de plein de protéines. Mais le cœur actif et catalytique est toujours ces ARN, et en particulier il y a deux parties très conservées au niveau des ARN qui sont symétriques et qui sont proposées être la poche catalytique initiale. Donc dans ce monde ARN, on pourrait se dire que c'est ces deux molécules-là qui ont peut-être joué un rôle plus important. Donc ça, c'est des idées qui sont véhiculées. C'est finalement l'ARN qui a inventé des protéines ou pas. Donc c'est un peu l'idée qui émerge de ces travaux où on a des parties très conservées d'ARN. Alors effectivement, les ARN, on vous l'a dit 1000 fois, c'est des molécules qui sont beaucoup plus très instables en général. Donc en conditions prébiotiques, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de si les ARN auraient pu apparaître ou pas dans ces conditions environnementales peut-être plus ou moins rudes, ou que ce seraient des molécules peut-être pas très stables. Et donc on a eu des propositions de tout un tas d'autres types de polymères qui auraient peut-être précédé un monde ARN. Donc il y a des propositions. Une des plus connues, c'est les peptide nucleic acids. Donc c'est des modèles qui existent. Mais ça reste très théorique. Donc tout ça pour dire qu'on peut proposer un monde ARN dans un contexte heparine-aldéhyne, donc où on a une synthèse des briques moléculaires de base, de molécules inorganiques qui vont s'assembler dans des molécules organiques simples. Et parmi ces molécules, il y aurait apparu de petits ARN, peut-être avec des activités catalytiques. Donc ça, c'est l'hypothèse du monde ARN plus ou moins classique, qui après se serait associé à des systèmes métaboliques pour donner naissance à des cellules primitives, et à partir de là, on aurait eu l'évolution de la vie. Donc, on aurait eu des polymères réplicatifs, mais qui avaient des fonctions en même temps dans une espèce de soupe primitive. Donc ça, c'est un des modèles les plus répandus, donc c'est pour ça que je vous en parle. Le problème du monde ARN, c'est que il y a beaucoup de mondes ARN dans le monde ARN, c'est-à-dire que le terme monde ARN englobe plusieurs hypothèses qui ne sont pas toutes les mêmes. Il y a une espèce de gradient avec des modèles peut-être plus initiaux qui proposent un monde ARN seulement, avec des mondes ARN qui sont des combinaisons, des coévolutions entre des molécules d'ARN et des peptides, et
jusqu'à des modèles beaucoup plus complexes où on mélange ARN, peptides et membranes. Et donc, quand on parle du monde ARN, on ne sait pas si on se place dans un système très complexe avec des membranes ou si on se place dans un contexte d'une molécule toute seule, un réplicateur ARN qui apparaît dans une soupe primitive. Ce qui pose des problèmes, notamment parce que on ne sait pas si on avait les bonnes conditions dans la Terre primitive pour fabriquer les ARN, supposant que ce soit les premiers réplicateurs qui existaient. Donc John Sutherland a fait des progrès en proposant une synthèse qui est déjà réalisable, puisque avant c'était difficile d'imaginer la synthèse d'ARN en milieu naturel, disons. Simplement, on ne sait pas si les conditions utilisées pour ce type de réaction existaient ou pas dans la Terre primitive. Je pense que ça, c'est une question qui reste très ouverte. Et même si on avait ces conditions, on ne sait pas si c'est l'ARN, malgré tout, qui est apparu en premier tout seul comme réplicateur. Et donc il y a une chose qui est claire, c'est que les acides aminés étaient là depuis le départ. Les ARN, on ne sait pas, mais les acides aminés, c'est tellement banal dans l'univers, on les a dans les météorites, on les a partout, qu'il est très difficile d'écarter l'idée que s'il y a eu à un moment donné des molécules d'ARN qui sont apparues tout courtes, il n'y avait pas dans les milieux de petits peptides. Ça, c'est assez impossible à concevoir. Et donc un monde d'ARN tout court semble très improbable parce qu'au minimum, il devait y avoir des petits peptides qui s'est formés par l'association des acides aminés. Alors on peut se poser la question si finalement la question de l'œuf et la poule au niveau du monde ARN n'est toujours pas maintenue. Simplement, on remplace les protéines par des oligopeptides. Est-ce qu'il y a pu avoir des phénomènes de catalyse mutuelle? Ça reste tout à fait ouvert, donc on ne sait pas. Mais de toute manière, il y a une question que cette idée du monde ARN ne résout pas, c'est que c'est l'origine du métabolisme énergétique. Alors aujourd'hui, toute la machinerie cellulaire et tous les métabolismes cellulaires est basé sur une énergie qui est accumulée au niveau des systèmes chimiques et qui se base dans ce qu'on appelle la théorie chimio-osmotique, c'est-à-dire que on a des réactions qui favorisent l'éjection de protons à l'extérieur et toutes les cellules créent un gradient de protons à travers les membranes. Et en faisant passer ces protons à faveur du gradient, on peut coupler cette réaction, ce passage à la production d'ATP, qui est la manière de stocker de l'énergie dans les cellules. Donc on a là un système qui est assez universel. Et donc le monde ARN est loin de pouvoir expliquer des réactions métaboliques et ce type de système. Donc on a qui sont aussi conservés que l'ARN dans les cellules actuelles. Donc finalement, je reviens à quelque chose qui proposait Pascal, c'est que peut-être il y a eu une interaction entre le métabolisme et les systèmes génétiques, une coévolution, probablement dans les cadres de protocellules, donc c'est-à-dire le tout entouré par une membrane. Donc on a vu ce schéma où on a besoin de ces trois types d'éléments pour expliquer éventuellement l'origine de la vie, avec une interaction entre un métabolisme qui va fournir l'énergie nécessaire à une réplication de tout polymère génétique, mais peut-être ce métabolisme est aussi également issu de l'information qui est portée par ce type de système, et le tout entouré de membranes parce que cela permet de faire des unités de sélection qui vont pouvoir justement être soumises à la sélection naturelle et en faire de plus en plus efficace. Il y a déjà ce type d'idées qui ont été proposées dans le passé. Par exemple, Tibor Ganti a proposé ce qu'on appelait le chémotone. C'est un système où ces trois éléments sont implicites, ou plutôt explicites d'ailleurs, très très clairement établis. Donc on aurait l'interaction nécessaire entre un système métabolique, un système génétique et une membrane qui confine le système. Mais non seulement ça, ce n'est pas simplement un élément inerte, puisqu'on sait aujourd'hui que l'ensemble des cellules utilisent la membrane pour obtenir de l'énergie, pour créer les gradients dont on va pouvoir après
obtenir l'énergie chimique et les stocker sous forme d'ATP par exemple. Voilà. Et donc l'origine de la membrane, en fait, juste une petite précision, donc on voit ici qu'il y a 3 éléments, donc il y a des gens qui se disent d'abord il y a apparu le métabolisme, d'autres c'est le système génétique, et bien d'autres disent et c'est la membrane. Et donc comment s'est originé ces membranes? Origine de la membrane, les membranes aujourd'hui en gros, bon, vous le savez certainement tous, ce sont décomposées par des molécules amphiphiles qui ont une tête polaire qui voit le milieu, qui est exposée aux solutions aqueuses en gros, et vers les deux côtés, et les parties hydrophobes sont vers l'intérieur du système. On parle de vésicules quand ces systèmes membranaires englobe un volume à l'intérieur, donc dans les cellules c'est ce qu'on appelle un cytoplasme, dans les vésicules c'est simplement un espace. Les micelles ne permettent pas l'englobement d'un tel type de volume. Et quand Oparin parlait de Coacerva, c'était simplement des amas. Donc là, il n'y a pas un espace à l'intérieur où on peut faire, comme dans les modèles qui se passent dans des vésicules, des réacteurs chimiques. Donc, juste une précision, c'est que les molécules amphiphiles sont capables de s'auto-assembler, donc des molécules comme les acides gras ou les isoprénoïdes, pour former justement ce type de bicouches. Et donc cela peut être montré y compris à partir des molécules qui sont présentes, par exemple dans la météorite de Murchison. Vous prenez ces molécules amphiphiles, vous les mélangez et donc vous avez la formation des vésicules. Ces vésicules en contact avec d'autres vésicules peuvent se fusionner, elles peuvent grossir et quand elles grossissent, elles vont finir physiquement par se diviser. Donc il y a une espèce de bipartition qui est un processus simplement physique. Il n'y a pas besoin d'être dirigé ou d'être codé pour que les vésicules se scindent en deux. C'est simplement un phénomène physique. Quand on devient trop gros, il est facile de se diviser. Et alors, ces vésicules-là peuvent être intéressantes justement d'un point de vue de la chimie prébiotique ou des débuts de la biologie ou de la biochimie parce qu'elles peuvent former des réacteurs chimiques où on peut avoir des concentrations différentielles à l'intérieur de ces vésicules et à l'extérieur. Et donc, c'est des modèles qui ont été utilisés pour faire un peu d'évolution in vitro avec et on a pu montrer dans ce type de système des choses qui sont intéressantes. Par exemple, si on rajoute certains types d'argile, on va favoriser la formation des vésicules à partir des acides gras. Bien sûr, ces vésicules peuvent croître et se diviser. On peut voir l'incorporation des molécules d'ARN si on les met en contact avec ces vésicules. On peut créer des gradients d'ions, notamment des protons, de manière spontanée dans ce type de vésicules. Donc ça c'est intéressant parce que la vie utilise ce type de gradients pour faire du métabolisme ou pour obtenir de l'énergie libre. Et puis on a pu introduire des molécules de petite taille d'ARN qui peuvent s'auto-répliquer ou avoir une réplication plutôt croisée. On met deux polymères et l'un catalyse la réplication de l'autre au sein de ces vésicules. Donc on peut rajouter des briques qu'on pense des briques du vivant dans ces genres de vésicules et faire une espèce d'évolution in vitro. Donc est-ce que ce type de processus aurait pu éventuellement donner naissance à la vie? Donc il y a des idées qui proposent qu'effectivement on a pu avoir dans des endroits où on avait la formation des matières organiques de type molécules amphiphiles ou des hydrocarbures qui s'oxydent, on peut avoir la formation de ce type de vésicules et qu'on peut incorporer des molécules ou des éléments métalliques par exemple qui vont devenir des catalyseurs pour faire des protocellules qui après vont pouvoir se reproduire. Bon, c'est des modèles. Voilà, donc ça c'est une
un aperçu sur les différentes possibilités qu'on a eues avant le dernier ancêtre commun. Et donc j'ai abordé un peu les questions des transitions de non-vivant au vivant d'un point de vue historique à travers la dialectique de qu'est-ce qui vient d'abord, le métabolisme ou les systèmes génétiques ou les membranes. Et maintenant je vais essayer de revenir plus vers la biologie. Tout ça, c'est des aspects très spéculatifs. On n'a pas des hypothèses qu'on peut pousser devant d'autres hypothèses. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Quelles sont les grandes diversifications du vivant et des choses qui se rapprochent plus de la biologie qu'on connaît? Alors, le dernier ancêtre commun, justement. Donc, imaginons qu'on a déjà franchi les pas du non-vivant au vivant et qu'on arrive à enclencher un phénomène d'évolution où on a déjà de la sélection. Qu'est-ce qu'on peut se dire du dernier ancêtre commun? Eh bien, on peut dire, au jour d'aujourd'hui, je résume de travaux divers et variés, que c'était un organisme très complexe. On sait à coup sûr, avec très forte probabilité, que c'était un organisme complexe avec des ribosomes pratiquement modernes. Si on compare les ribosomes des bactéries et les nôtres, ce sont des machines très similaires. Donc, la synthèse des protéines était déjà un phénomène très conservé à ce niveau-là. On peut se dire qu'il y avait de l'ARN et probablement il y avait de la transcription, puisque les ARN polymérases, qui sont les enzymes qui synthétisent les ARN, ont certaines sous-unités qui sont conservées, d'autres moins conservées. Donc le degré de conservation est moindre, mais probablement il y avait déjà une transcription. Le problème se pose, une autre chose, je reviens sur l'ADN, une autre chose qui était très conservée, c'est justement ces mécanismes de fabrication d'ATP, donc qui est la manière de stocker l'énergie dans les cellules, à travers une ATPase des membranes, c'est-à-dire c'est une pompe à protons en fait qui est couplée à la synthèse de ATP grâce à la création de ces gradients de protons à travers des réactions en fait redox qui ont lieu, une chaîne de transport électronique qui a lieu dans des protéines des membranes. Ça, ces mécanismes-là est conservé. L'ATPase est une des protéines au même titre que les ribosomes qui sont très conservés dans les cellules. Donc ça, c'est très important. Les gens normalement parlent des ribosomes, ils parlent beaucoup moins des ATPases des membranes. Elles sont également très conservées et c'est des machines très complexes aussi. Alors je reviens sur le schéma ici parce que j'ai mis une flèche d'interrogation, ça mène aux propriétés qui sont beaucoup moins conservées dans l'ensemble de la vie actuelle. Et donc, on peut se poser la question si ou non, il y avait ou non un génome à ADN, par exemple. Donc ça, c'est une question qui a été posée. C'est-à-dire que les mécanismes de synthèse des protéines à un degré assez important, celui de la fabrication des ARN est conservé, alors la réplication de l'ADN, elle est beaucoup moins conservée, c'est-à-dire que les bactéries et les archées ont des systèmes de réplication de l'ADN qui sont différents, avec des protéines impliquées, des enzymes, des ADN polymérases qui sont différentes, qui n'ont rien à voir, elles appartiennent à des familles différentes. Nous, les eucaryotes, avons un système qui est de type arché, donc nos protéines sont beaucoup plus similaires à celles des archées qu'à celles des bactéries. Donc ceci a amené certains chercheurs à dire peut-être qu'il n'y avait pas encore de l'ADN, que le dernier ancêtre commun avait un génome d'ARN. Cela dit, il y a quand même des indices forts pour dire qu'il y avait un génome déjà d'ADN, mais peut-être que la réplication de cet ADN n'était pas encore optimisée. Le premier indice, c'est qu'il y avait de la transcription. La transcription, ça veut dire la lecture, la fabrication de l'ARN à partir de l'ADN. Donc, peut-être qu'il y avait quand même de l'ADN. Et il y a d'autres protéines, malgré tout, qui sont conservées, qui interviennent notamment dans la synthèse des briques, des nucléotides,
qui forment l'ADN, donc des briques de base de l'ADN, des déoxynucléotides, qui sont à la base de la fabrication de l'ADN. Une autre question que les gens se posent sur cet ancêtre commun, je ne vais pas trop rentrer dans la discussion, c'est s'il s'agissait d'une cellule ou d'une population de cellules. Est-ce que toutes ces propriétés-là étaient présentes dans une cellule? Évidemment, ou est-ce qu'elles étaient dans l'ensemble présentes dans une population, même si tous ces éléments n'étaient pas présents dans une seule cellule? Donc si on pense en termes fonctionnels, je pense qu'on ne peut pas échapper à la conclusion que l'ensemble de ces caractéristiques devaient être présentes au niveau d'une seule cellule, parce que vous imaginez bien que si vous avez la moitié du ribosome, ça ne va pas marcher. Donc il faut que tous les éléments soient au sein d'une cellule à un moment donné. Par contre, cette cellule-là, elle faisait partie d'une population, il pouvait y avoir des variations au sein de cette population. Donc c'est des choses qui sont en discussion. Et puis, il y a un problème au niveau de la nature de la membrane. Et le problème de la nature de la membrane est que, bon, je reviens un peu plus en détail, les membranes sont formées par des phospholipides, et ces phospholipides-là sont formés par un glycérol phosphate auquel se joignent deux chaînes hydrocarbonées latérales. Donc, cette structure est universelle dans les phospholipides des membranes actuelles. Mais la similitude s'arrête à cette échelle-là. Quand on regarde dans les détails, en fait, ils ne sont pas pareils. Dans les cas des archées, on a des phospholipides qui sont basés sur le glycérol en phosphate, donc un des stéréoisomères du glycérol phosphate, et les chaînes latérales sont des cisoprénoïdes qui s'unissent par une liaison éther au glycérol phosphate. À l'opposé, chez les bactéries et chez nous, ce qu'on a, c'est plutôt des molécules de phospholipides basées sur le glycérol 3-phosphate qui est uni par des chaînes, par des liaisons ester à des acides gras. On trouve des exceptions aux chaînes latérales, on trouve aussi quelques bactéries qui ont des liaisons éther, mais on ne trouve aucune exception à la stéréochimie différente de ces isomères du glycérol phosphate. Et même plus, les protéines qui sont impliquées dans la fabrication de ce deux types de briques, elles sont vraiment différentes dans les domaines des archées et dans les domaines des bactéries et des eucaryotes. Parce que ce qui vous semble une différence peut-être pas si importante, certains auteurs l'ont considérée si importante comme pour dire que le dernier ancêtre commun n'avait pas de membrane de lipides, n'avait pas de membrane du tout. Donc en fait, les gens qui ont trouvé pour la première fois, qui ont décrit les enzymes qui fabriquent chez les archées ce type de lipides, de briques à la base de glycérol phosphate, ils se sont dit que le dernier ancêtre commun ne pouvait pas avoir de membrane puisque les lipides des bactéries et des archées sont différents. Et donc que les premières cellules étaient de sorte des amas de métabolisme associés à des surfaces, donc les derniers ancêtres communs étaient acellulaires. D'autres auteurs, donc Kunin et Martin, basés sur l'hypothèse de Mike Russell de l'origine de la vie dans une cheminée hydrothermale, ont proposé simplement qu'effectivement le dernier ancêtre commun universel n'avait pas de membrane de lipides, mais qu'il avait des membranes minérales de monosulfure de fer, et donc que toute l'évolution biologique s'est produite au niveau de ces alvéoles minéraux, et que en fin d'évolution, enfin, ou quand les matériels contenus dans ces différents alvéoles a divergé suffisamment, on a inventé indépendamment, donc deux fois, les voies de synthèse des lipides, une fois pour donner naissance aux bactéries et une autre pour donner naissance aux archées. C'est quand même un peu difficile à penser, mais bon, si on proposait ça. Et puis il y avait d'autres gens, notamment Walter Heuser, qui a proposé qu'à partir d'un métabolisme de surface, en fait, on avait des membranes hétérochirales, donc c'est-à-dire avec un mélange de, si vous voulez, des lipides de type arché et bactérien, donc avec les deux stéréochimies, mais que ces synthèses-là étaient non enzymatiques ou alors pas spécifiques. Alors nous, au labo, enfin, on a travaillé un petit peu sur cette question-là en s'attachant
ou en essayant de reconstruire l'histoire évolutive des enzymes qui font la synthèse des différentes briques, aussi bien les acides gras que les isoprénoïdes et que les unités de glycérol phosphate de type des deux isomères. Et en fait, on arrive à la conclusion que le dernier ancêtre commun avait déjà des machineries probablement plus simples, mais des machineries pour synthétiser l'ensemble des composantes de manière enzymatique. Donc il était capable de synthétiser les glycérols 1 et 3 phosphates et des isoprénoïdes et des acides gras. Donc probablement, il y avait la capacité pour synthétiser des membranes hétérochirales à partir d'un mélange de ces deux types d'isomères, et que c'est plus tard dans l'évolution vers les bactéries et vers les archées qu'on a une spécialisation. Donc au départ, ça serait non spécifique et petit à petit, il y a une optimisation de voies de synthèse de deux types de lipides pour mener à la stéréochimie des lipides chez les bactéries et chez les archées. Cela dit, par exemple, pour les isoprénoïdes, les archées les utilisent pour ce type de lipides, des phospholipides, mais les bactéries les utilisent aussi. Elles font d'autres choses avec ces isoprénoïdes, mais ils ne s'utilisent pas pour les membranes. Donc, si on se place en évolution ancienne, on peut, à partir de ces derniers ancêtres communs dont on vient de dresser un portrait très hypothétique, essayer d'expliquer l'évolution qui a eu lieu par la suite. Donc, une des chose qui pourrait être assez claire, c'est qu'à partir de ces derniers ancêtres communs, on a pu avoir une bifurcation vers le déligné d'organismes prokaryotes, d'une part les bactéries et d'autre les archées, et que cette évolution, cette divergence des deux grandes lignées, elle est accompagnée d'une spécialisation dans certains systèmes, notamment le système de réplication de l'ADN, puisque le système de réplication des bactéries et des archées est très différent. Donc peut-être lors de cette spéciation en deux grands groupes, on a eu une spécialisation de deux systèmes de réplication avec optimisation, donc avec à la fin deux systèmes qui nous paraissent différents. C'est pareil pour le cas de membrane. On a pu partir d'une membrane hétérochirale et des briques qui étaient utilisées plus ou moins de manière non spécifique, mais qu'on a eu une optimisation et une spécialisation des membranes d'une part vers les bactéries, d'une part vers les archées. Et on pourrait penser que c'est également le cas pour le métabolisme. On verra aussi par la suite que certaines personnes proposent qu'il y a eu les eucaryotes, on n'a pas parlé pour l'instant, je vais y venir, mais qu'il y aurait pu y avoir une lignée troisième, une lignée protocaryote. Mais bon, je dis aussi peut-être une spécialisation des métabolismes, mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution du métabolisme? Et par métabolisme ici, je veux dire le métabolisme énergétique et du carbone, c'est-à-dire le métabolisme, les réactions métaboliques impliquées dans la production d'énergie libre pour la cellule, pour faire un travail, et la fabrication de la matière organique, soit à partir de la matière inorganique, soit à partir des briques organiques déjà présentes dans les milieux. Eh bien, en fait, il est très difficile de dire grand-chose, comment le métabolisme a évolué, puisque on fait face à un problème qui est très connu des gens qui font la phylogénie moléculaire, c'est que la plupart des molécules qui sont très conservées et qu'on utilise pour reconstruire l'histoire du vivant, ce sont des molécules qui sont impliquées dans les processus informationnels, donc des transmissions d'informations, réplication de l'ADN, traduction, et transcription. Donc ça, c'est les molécules qui sont conservées et qui nous donnent une histoire qu'on interprète comme étant l'histoire des organismes. Mais quand on regarde les gènes du métabolisme, on s'aperçoit qu'on a énormément de transferts latéraux de gènes et que en fait, il est très difficile. On peut arriver à reconstruire l'histoire des gènes, mais cette histoire est en contradiction très souvent avec l'histoire qu'on récupère à partir des gènes informationnels. Donc ça, c'est relativement facile à comprendre puisque, en général, on utilise l'idée que
les gènes qui sont impliqués dans des processus informationnels doivent interagir, par exemple au sein du ribosome, avec beaucoup d'autres protéines. Donc le produit de ces gènes doivent interagir avec beaucoup d'autres. Et donc une variante qui arriverait par transfert horizontal va être éjectée parce qu'elle ne va pas bien coller au ribosome, par exemple. Donc quand on a énormément d'interactions, il est très difficile d'accepter un transfert horizontal lointain. Dans le cas d'une protéine qui va réaliser simplement une réaction enzymatique, ce qui est le cas du métabolisme, on transforme un réactif en produit, et bien on n'a pas à interagir avec beaucoup d'autres protéines, on fait la réaction. Mais on peut avoir un avantage évolutif, si on change de milieu par exemple, à accepter un gène qui nous apporte une nouvelle capacité métabolique. Donc c'est pourquoi il y a énormément de cas de transfert de gènes horizontaux qui affectent des gènes du métabolisme simplement parce que ça permet l'acquisition facile de nouvelles fonctions. Et cela complique la reconstruction de l'évolution du métabolisme au cours de la diversification des bactéries et des archées. Cela dit, cela reste possible pour certains types de métabolisme qui sont un peu plus complexes. Le premier dont je vais vous parler, c'est le cas de la méthanogénèse, qui est une forme de métabolisme, une voie métabolique qui n'est apparue que chez les archées, et en particulier c'est les archées méthanogènes, chez le groupe qu'on appelle aujourd'hui les Euryarchaeota. Donc c'est un métabolisme, une voie métabolique plus ou moins complexe, en particulier parce que la méthanogénèse, donc, qui consiste à la production de méthane à partir du CO2 et de l'hydrogène, cela dégage de l'énergie qui est utilisée pour faire du travail dans ces organismes-là. Eh bien, ces protéines-là sont, dans la plupart des cas, c'est des systèmes de membrane, donc c'est des protéines qui s'insèrent dans la membrane et donc elles doivent interagir, c'est des systèmes assez complexes. Et d'autre part, l'autre métabolisme pour lequel on peut avoir un lien avec la phylogénie des organismes, c'est la photosynthèse, qui utilise des photosystèmes qui est évolué seulement chez les bactéries. Donc il y a plusieurs lignées chez les bactéries dans lesquelles on trouve la photosynthèse, et il y a d'autres formes de phototrophie qui ne sont pas des photosynthèses. La photosynthèse, ça veut dire qu'on est capable d'obtenir de l'énergie à partir de la lumière et en même temps on est capable de fabriquer de la matière organique à partir de la matière inorganique, notamment du CO2. Mais la photosynthèse oxygénique n'est évoluée qu'une fois, c'est chez les cyanobactéries, un groupe très particulier de bactéries. Les autres types de photosynthèse, ce sont des photosynthèses anoxygéniques qui ne produisent pas de l'oxygène. En tout cas, c'est juste pour vous montrer un exemple des types de métabolisme qu'on peut associer phylogénétiquement à des groupes particuliers d'organismes. Voilà. Et puis un dernier mot sur l'origine des eucaryotes, que certains considèrent comme une transition évolutive. Bon, c'est simplement une voie possible d'évolution. En fait, on sait que les eucaryotes apparaissent relativement tard parce qu'ils dérivent en partie des prokaryotes. Donc on sait que les prokaryotes dans les registres fossiles, même s'il y a pas mal de problèmes, apparaissent avant. Et on a probablement l'apparition de la photosynthèse oxygénique avant l'oxygénation de l'atmosphère, puisque c'est le seul processus qu'on connaît qui a pu produire la quantité d'oxygène nécessaire pour fabriquer toute cette quantité, pour oxygéner l'atmosphère. Alors que les fossiles eucaryotes les plus anciens sont bien plus tardifs. Donc on a aussi d'autres indices qui nous disent que les eucaryotes dérivent de prokaryotes, et c'est le cas, c'est la possession des mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des organites qui font la respiration de l'oxygène chez nos cellules à nous. Et ces organites-là, on sait qu'ils dérivent des bactéries endosymbiontes, donc en l'occurrence des alpha-protéobactéries. On peut très bien, donc ces organites-là possèdent encore un génome, et en utilisant les gènes présents dans ces génomes, on peut placer le génome de ces organites-là au sein des bactéries et au sein des alpha-protéobactéries, donc des bactéries très concrètes. Le dernier ancêtre commun universel des eucaryotes possédait déjà ces bactéries symbiontes, et donc bon, j'épargne tout ça, et donc ça c'est intéressant. Donc simplement pour dire,
le problème de l'origine des eucaryotes est le problème suivant, c'est que les eucaryotes ont d'une part la machinerie de replication, transcription et traduction, donc celle de transmission de l'information qui est de type archéen, donc les protéines impliquées sont soit homologues, sont homologues, donc elles se ressemblent, elles descendent des enzymes communes à l'origine, alors que les eucaryotes possèdent une machinerie des lipides de membrane de type bactérien, comme on a vu tout à l'heure, et un métabolisme énergétique et du carbone qui est plutôt de type bactérien. Alors, comment expliquer ces caractères mélangés au sein des eucaryotes? Il y a deux grands types de modèles, en gros, et je vais arrêter là. Il y a le modèle le plus classique qui va dire à partir d'un dernier ancêtre commun, on a une bifurcation et d'une part on a les lignées qui conduisent aux bactéries et d'autre part on a une lignée qui va se diviser en deux. Une va donner les archées et l'autre ça sera une lignée hypothétique puisqu'on n'a pas de preuve de l'existence de cette lignée qui développe un système d'endomembrane et un cytosquelette qui permet à ces ancêtres d'incorporer une alpha-protéobactérie qui va devenir la future mitochondrie et à partir de là, on va faire les eucaryotes actuels. Donc les caractéristiques bactériennes des eucaryotes viendraient à travers l'endosymbiose mitochondriale. Mais d'autres modèles disent que, en fait, ce type d'histoire évolutive, donc à partir d'un seul ancêtre, on a une lignée proto-eucaryote particulière avec acquisition d'une bactérie endosymbionte pour faire la mitochondrie, eh bien beaucoup de gens se disent mais on n'a aucune preuve que cette lignée ait existé et pourquoi pas proposer tout simplement que les eucaryotes dérivent d'une symbiose directement entre une archée et une bactérie. On n'aurait pas besoin d'inventer une troisième lignée, c'est simplement, on voit un mélange des caractéristiques d'archée et des bactéries à travers des eucaryotes, au niveau des eucaryotes. Et donc ça, une symbiose, je vais finir avec cette idée que la symbiose est un moteur majeur en évolution. Et cela pour des choses très simples. Quand deux organismes se rencontrent et établissent une symbiose métabolique, par exemple, les produits de déchets de l'un servent comme produit initial pour faire le métabolisme de l'autre, donc on a une relation qui peut être métabolique. Et quand cette symbiose devient obligatoire, alors une symbiose devient obligatoire quand on passe un gène d'un génome d'un organisme vers l'autre et qu'il est perdu dans l'organisme de départ. Ça veut dire que là, on a stabilisé une symbiose, la symbiose devient obligatoire. Eh bien, ça implique nécessairement un changement des contraintes évolutives parce qu'on a du coup deux copies qui peuvent fonctionner, qui peuvent faire la même chose. Donc du coup, on peut garder une fonction qui va toujours servir et la deuxième copie, le gène qu'on a en dupliqué, il est libéré des contraintes sélectives, donc il peut évoluer à la vitesse qu'il veut et cela peut conduire à l'apparition de nouvelles fonctions et donc il peut augmenter le taux d'évolution, donc ça veut dire les taux évolutifs et mener à une innovation et donc ça peut expliquer des augmentations en complexité comme on voit au niveau des eucaryotes. Et bien ça c'est le type de modèle qui prévalent aujourd'hui puisqu'on peut montrer qu'effectivement on a une vraie symbiose à l'origine des eucaryotes entre un hôte sur lesquels il y a plein de discussions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un organite qui est une ancienne alpha-protéobactérie qui va devenir la mitochondrie de l'ancêtre commun des eucaryotes. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment s'est passé ce processus. Donc on est dans une situation analogue à l'origine de la vie pour l'origine des eucaryotes, sauf que plus à l'intérieur de la biologie, on ne connaît pas ce processus et là il y a plein de modèles et plein d'hypothèses qui se font. Je vous les épargne. Je passe l'origine de la multicellularité simplement pour dire qu'elle est apparue plusieurs fois de manière indépendante au sein des eucaryotes, donc c'est quelque chose qui peut se faire très facilement. On sait le faire. Il y a au moins 5, 6, 7 apparitions indépendantes d'organismes multicellulaires complexes. Et avec ça, je voulais simplement finir avec l'idée que l'évolution continue. On continue à explorer l'éventail de possibles des cheminements évolutifs. Et je m'arrête là. Voilà.
Désolée d'avoir été un peu longue.